Alors pour commencer, il est peut-être utile, mais la plupart d'entre vous le savent déjà, de retracer brièvement le contexte géopolitique d'une part et le contexte juridique de la problématique que je vais traiter. Sur le plan du contexte géopolitique, il y a un chiffre, alors il est un peu ancien, je ne sais pas ce que ce serait exactement aujourd'hui, mais qui est assez révélateur. Le produit intérieur brut par habitant de Mayotte est 8 fois plus élevé, c'était en 2012, que celui des habitants des Comores. Par ailleurs, l'île d'Anjouan est à 70 km de l'île de Mayotte. 70 km, c'est donc pas grand-chose, et c'est assez facile à traverser en bateau, en petite coque de noix. Les fameux Kwassa, vous les connaissez tous. Et est-ce qu'on médiatise énormément en métropole avec l'afflux de réfugiés, l'afflux de clandestins en provenance du pourtour méditerranéen? C'est une situation qui, dans l'océan Indien, est bien connue depuis des années, depuis finalement l'indépendance des Comores en 1975. Alors pendant longtemps, il y avait quand même eu, après cette indépendance en 1975, une sorte de liberté d'aller et venir entre les différentes îles des Comores et Mayotte qui était restée française. Et puis progressivement, cette liberté d'aller et venir, elle s'est réduite quasiment à néant. En tout cas sur le plan juridique, mais pas dans les faits, puisque au regard du PIB que j'ai indiqué tout à l'heure, on peut comprendre que les Comoriens souhaitent toujours se rendre à Mayotte. La départementalisation, qui est le sujet du jour, a accentué l'attractivité de Mayotte pour les Comoriens. Évidemment, on peut comprendre que les Comoriens souhaitent pouvoir mettre le pied sur l'île de Mayotte pour pouvoir y scolariser leurs enfants et en amont pour pouvoir y accoucher, tout simplement. La maternité de Mayotte est la plus grande maternité des Comores, on le dit toujours, mais il y a sans doute une réalité importante. Un tiers de la population de Mayotte, dit-on toujours, moi je suis obligée de m'en tenir à ce que je lis à droite et à gauche, mais on dit qu'un tiers de la population de Mayotte serait des clandestins. Alors, ça a évidemment des conséquences. Il y a énormément de reconduites à la frontière, énormément de mesures d'éloignement. Ces éloignements sont souvent expéditifs. On vous a dit tout à l'heure, j'avais lu la même chose par Frédéric Sauvageau, que la moitié des décisions d'éloignement prises en France sont prises à Mayotte. C'est quand même assez hallucinant. Bon. Il y a un nombre de mineurs isolés aussi présents à Mayotte qui conduisent à susciter d'importantes questions. Les délais pour obtenir des titres de séjour sont très longs. Et puis, avec cette pression migratoire importante, c'est sûr qu'il y a un climat social sur l'île qui est un petit peu délétère. Et vous avez sans doute, là aussi, entendu parler de la question du décasage au printemps dernier. Donc ça, c'est pour le contexte géopolitique. Si l'on s'intéresse au contexte juridique, et là aussi Frédéric Sauvageau l'a précisé tout à l'heure, on a une ordonnance du 7 mai 2014 qui a précisé quelle était la situation du droit des étrangers à Mayotte. Le principe, c'est celui de l'unité législative. Donc, le code de l'entrée et du séjour des étrangers est devenu applicable à Mayotte avec cette ordonnance de 2014. Mais il y a aussi un certain nombre de dérogations. Alors les dérogations qui étaient prévues en 2014 sont pour partie effacées par la loi du 7 mars 2016, mais que pour partie, et il en reste encore un certain nombre, c'est ce que je vais m'employer à vous présenter aujourd'hui. Cette ordonnance du 7 mai 2014, elle a d'ailleurs été ratifiée à l'occasion de la loi du 7 mars 2016, qui est la dernière réforme du droit des étrangers en France. Alors, le principe de l'unité législative en droit des étrangers ne dit pas que finalement toutes les règles sont identiques, que le statut de l'étranger à Mayotte est le même que le statut de l'étranger en métropole, tout simplement en raison de la possibilité constitutionnelle qui est donnée aux législateurs d'adapter la législation aux spécificités du département. Pour tenir compte, je cite l'article 73 de la Constitution, des caractéristiques et contraintes particulières. Et vous pouvez imaginer que parmi les caractéristiques et contraintes particulières, on va sans doute retrouver la fameuse pression migratoire que j'ai essayé de décrire très rapidement tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de chercher à savoir
quelles sont les dérogations aux droits des étrangers qui sont prévues à Mayotte, et ce, après la loi du 7 mars 2016. Et puis, dans un second temps, je n'ai pas réussi à couper à la tradition agrégative, mais là, c'est exprès pour Élise. J'ai un plan en 2 parties et 2 sous-parties. C'est pas très original. Dans un second temps, nous nous interrogeons sur la légalité et la conventionnalité des dérogations, ce qui va évidemment nous amener à nous interroger sur les éventuelles atteintes aux droits fondamentaux. Alors, le tableau d'abord, le tableau des dérogations. Alors, je ne vais pas faire un tableau exhaustif, un tableau complet. On a eu quelques exemples déjà de dérogations sur les particularités procédurales, notamment avec la visioconférence. On peut ajouter qu'il existe en droit commun une commission dite du titre de séjour qui est censée apprécier un certain nombre de refus, la légalité d'un certain nombre de refus. Eh bien, cette commission n'existe pas à Mayotte. Ce qu'il faut dire aussi, avant de commencer cette liste non exhaustive, que certaines des dérogations qu'on va voir ne sont pas spécifiques à Mayotte, elles concernent aussi d'autres départements d'outre-mer, mais on a aussi des dispositions qui sont propres à Mayotte. La dérogation est exclusivement prévue pour Mayotte. Alors, pour présenter les différentes dérogations, on va distinguer entre les dispositions sur le séjour et les dispositions relatives à la lutte contre l'immigration clandestine. Concernant les dispositions sur le séjour, on a d'abord un certain nombre de conditions qui sont plus exigeantes à Mayotte qu'en droit commun. Par exemple, la carte de séjour temporaire vie privée et familiale qui doit normalement être délivrée aux jeunes à sa majorité à l'âge de 18 ans lorsqu'ils résident sur le territoire depuis l'âge de 13 ans et qui est de droit en droit commun, n'est délivrée à Mayotte que si l'enfant de 18 ans, le jeune majeur, peut établir la régularité du séjour de ses parents. Si ses parents sont en situation irrégulière, il perd le bénéfice de ce droit au séjour à Mayotte. Deuxième exemple de conditions plus exigeantes, la carte de résident qui est délivrée aux parents d'un Français ou au conjoint d'un Français et qui est délivrée, là encore, de droit en principe, est subordonnée à Mayotte au respect d'une condition de ressources. Il faut démontrer que l'intéressé a des ressources suffisantes, sinon, là encore, il s'exposera à un refus de délivrance de cette carte de résident. Enfin, il existe en droit commun une procédure de régularisation, c'est ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour, qui évidemment est très très importante pour permettre de régulariser plus ou moins de façon satisfaisante les sans-papiers qui ont séjourné pendant un certain temps sur les territoires. Eh bien, cette procédure de régularisation, cette admission exceptionnelle au séjour n'existe pas du tout à Mayotte. Alors, parallèlement, il y a des cas où on va être moins exigeant à Mayotte qu'on ne l'est en droit commun. Et ça, c'est pour tenir compte de la situation spécifique sur le plan économique de Mayotte. J'en ai trouvé un exemple à travers l'étude des conditions mises au regroupement familial. Un certain nombre de conditions qui sont mises au regroupement familial en droit commun. On retrouve ces conditions à Mayotte, mais il y a une des conditions, c'est celle qui est liée au logement. Il faut que le demandeur puisse établir qu'il dispose d'un logement satisfaisant au regard de la taille de la famille qui va le rejoindre. Eh bien, on a des tableaux, on a des règles très précises quant à la surface que doit faire le logement. Eh bien, la surface est moins importante, les conditions exigées à Mayotte sont moins importantes en termes de surface qu'en droit commun. Concernant toujours les titres de séjour, il faut dire un mot sur le rayonnement des titres de séjour, le champ d'application géographique des titres de séjour. En principe, quand une autorité française délivre un titre de séjour à l'étranger, ce titre de séjour vaut pour l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer compris. Donc si un Marocain peut librement séjourner en France parce qu'il y a un titre de séjour, il peut sans aucun problème, tout comme moi, venir séjourner à La Réunion et à Mayotte. Alors j'espère qu'il aura le même plaisir que moi. À l'inverse,
est-ce qu'un étranger qui a obtenu un titre de séjour à Mayotte peut entrer et séjourner librement sur le reste du territoire? La réponse est en principe non. Il y a une limitation géographique des titres de séjour. Alors cette limitation n'est pas générale, enfin, c'est le principe, mais les exceptions sont importantes, et les exceptions sont importantes notamment en raison de l'incidence du droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne s'intéresse et régit de plus en plus souvent les questions d'immigration, et on a un certain nombre de titres de séjour dont la délivrance est maintenant prévue par des règles de l'Union européenne. Eh bien, dans ce cas-là, lorsqu'on a un titre de séjour qui a été délivré sur le fondement des règles européennes, ce titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire, et la limitation que j'évoquais à l'instant sur Mayotte ne joue pas. Par ailleurs, les cartes de résident délivrées à Mayotte, elles aussi ne sont pas subordonnées, ne jouent pas que pour Mayotte. Elles confèrent le droit à leurs titulaires d'entrer et de séjourner sur le reste du territoire français. Alors, ces différentes mesures, si je mets de côté la condition moins stricte en matière de regroupement familial, ces différentes mesures ont pour objectif de réduire l'attractivité de Mayotte. On retrouve cette affirmation quant à l'objectif dans les différents rapports qui ont été établis pour l'ordonnance de 2014, mais également dans les travaux préparatoires du projet de la dernière loi de réforme du droit des étrangers. Il y a encore une dérogation quand on s'intéresse au séjour qu'il faut mentionner, c'est celle qui a trait aux mesures d'intégration. En droit français, et c'est une question assez importante pour comprendre l'évolution du droit des étrangers en France, on a multiplié les dispositifs d'intégration, dispositifs préalables à l'entrée, mais aussi dispositifs consécutifs à l'octroi d'un titre de séjour. Et il existait, jusqu'à la loi de 2016, un parcours d'intégration républicaine que devait suivre l'étranger qui s'était vu remettre un titre de séjour. Eh bien, il avait été décidé à Mayotte qu'on ne pouvait pas imposer à l'étranger ce parcours d'intégration républicaine, notamment en raison des particularités linguistiques de l'île. Les personnes âgées ne parlent pas particulièrement bien le français, même si elles sont françaises. Mais aussi, les jeunes aussi utilisent assez souvent une langue africaine dite vernaculaire. Et par ailleurs, concernant les valeurs qu'on était censé inculquer à l'étranger au cours de ce parcours d'intégration républicaine, on faisait valoir qu'en raison du statut personnel local de Mayotte, ce n'était pas approprié d'avoir ce moule d'intégration pour Mayotte. Alors cette dérogation, elle a évolué puisque la loi du 7 mars 2016 a modifié ces mesures d'intégration. Dorénavant, le parcours d'intégration est un parcours personnalisé. Et donc à partir du moment où c'est un parcours personnalisé, qui tient compte des caractéristiques de la personne bénéficiaire de ce parcours, on n'a plus besoin d'exclure Mayotte des mesures du dispositif d'intégration, tout simplement parce qu'on va tenir compte des particularités de l'étranger concerné pour pouvoir le faire bénéficier de mesures d'intégration ad hoc et adéquates. Alors cette nouvelle mesure devrait rentrer en vigueur à Mayotte un peu plus tard qu'en métropole et dans d'autres départements d'outre-mer, puisque c'est reporté à 2018, mais il y a vraiment la volonté d'aligner le statut de l'étranger à Mayotte sur celui du droit commun. Alors les autres types de dérogations concernent la lutte contre l'immigration clandestine, et notamment la dérogation la plus connue, et là aussi on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la disposition quant aux mesures d'éloignement et quant à l'absence d'un recours suspensif contre la décision d'éloignement.
Alors c'est une dérogation qui a suscité beaucoup de débats, puisque, on l'a dit, la France a été condamnée en décembre 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a pas imposé l'existence d'un recours suspensif proprement dit, mais qui a qui a affirmé l'obligation d'un recours effectif. Et toute la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'un recours effectif si ce n'est pas un recours suspensif. Alors, là aussi, on l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas beaucoup, surtout que le temps m'est compté, insister sur ce point. Il y a eu des évolutions à travers la jurisprudence du Conseil d'État qui a été entérinée par le législateur par la loi du 7 mars 2016 et même si on ne prononce pas le terme de recours suspensif, il faut constater qu'à Mayotte, contre les mesures d'éloignement, si l'étranger dépose un référé liberté, il ne pourra pas être éloigné avant qu'il soit statué sur cette mesure. La difficulté, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est de savoir si ce recours est quand même effectif, si cette mesure est effective, et si on peut considérer qu'ainsi on a respecté les obligations qui nous sont imposées par la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant l'éloignement toujours, il est prévu qu'à Mayotte, on ne puisse pas bénéficier, on ne puisse pas mettre en place les dispositifs d'aide au retour. Alors il y a des dérogations, il y a d'autres dispositifs qui sont censés pallier cette absence, mais ce ne sont pas les mêmes dispositifs qui sont prévus. Là encore, c'est pour éviter de renforcer l'attractivité de Mayotte. Sur la recherche des infractions, le législateur du 7 mars, par la loi du 7 mars 2007 a aussi aménagé à Mayotte, mais dans d'autres départements d'outre-mer aussi, la possibilité de fouiller les véhicules, voire de détruire les véhicules. Et puis enfin, dernière dérogation concernant l'éloignement, c'est celle qui concerne les exigences que doivent respecter les centres de rétention et les locaux de rétention administrative. Et là, pour dire les choses très brièvement, on peut simplement dire que les exigences de conformité imposées aux centres de rétention et aux locaux de rétention administrative à Mayotte sont moins strictes que celles qui sont imposées en droit commun, même si progressivement les choses évoluent pour s'assurer qu'on ne porte pas atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, qu'on protège le droit de mener une vie familiale normale, etc., etc. Et là, les spécificités, les dérogations s'expliquent par le temps qu'il faut pour construire finalement des locaux et des centres à Mayotte. Il en faut beaucoup, vu l'importance du flux migratoire. Ce sont des travaux de grande ampleur. Et donc, il faut laisser le temps. On est obligé un petit peu de bricoler en attendant, en quelque sorte. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu les choses, même si, n'étant pas sur place, c'est parfois difficile de se rendre compte de la réalité. Alors, moi aussi, je risque de dépasser de 2 minutes le temps qui m'est imparti. J'en viens à la conformité de ces différentes dérogations aux droits fondamentaux. Alors, les justifications traditionnelles pour prévoir un régime dérogatoire à Mayotte et parfois dans d'autres départements d'outre-mer tiennent à l'importance des flux migratoires. Alors c'est sûr, là, la condition est bien remplie, à l'insularité qui renforce la pression migratoire, et donc on en déduit aussi qu'il y a des contraintes d'ordre public particulières qui pèsent sur ce territoire. Ces affirmations, ces justifications, elles ont été données notamment par le Conseil constitutionnel. Donc on avait vraiment une validité du système dérogatoire mis en place en Outre-mer, reconnu au plus haut niveau, enfin reconnu par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil d'État, dans une jurisprudence qui est finalement assez abondante, fait sienne ces différentes affirmations. Alors, cette justification donnée au plus haut niveau de l'ordre constitutionnel peine quand même à convaincre si on regarde l'arrêt de Sousa Ribeiro, qui est l'arrêt qui a condamné la France pour le non-respect d'un recours effectif accordé à un étranger éloigné. Dans cet arrêt de Sousa Ribeiro, la Cour européenne des droits de l'homme a dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, que la situation géographique, alors c'était la Guyane,
Mais la situation géographique et la forte pression migratoire subie par ce département région d'outre-mer ne sont pas des éléments qui pourraient justifier le régime d'exception. Donc, c'était vraiment une condamnation pure et simple de l'argumentation donnée par le gouvernement dans les débats qui ont précédé l'arrêt, et puis plus généralement quand on regarde la jurisprudence antérieure. Eh bien pourtant, malgré cette affirmation très claire de la Cour européenne des droits de l'homme, depuis 2012, quand on s'intéresse aux dérogations en Outre-mer, c'est quand même toujours l'insularité, la forte pression migratoire, les nécessités tenant au contrôle de l'ordre public qui sont invoquées. Alors il y a évidemment beaucoup de droits fondamentaux qui risquent d'être atteints par les dérogations qui existent en Outre-mer. Je vais m'attarder un petit peu sur la fameuse problématique du recours effectif. Je le ferai dans un deuxième temps. Et là, très rapidement, je vais juste citer les autres droits qui peuvent être concernés. Alors, le risque de traitement inhumain et dégradant, notamment dans le cadre de la rétention administrative. Le tribunal administratif de Mayotte a rendu certaines décisions où il considérait que les conditions de rétention étaient inhumaines et dégradantes. Il y a eu des progrès de fait, mais il est possible que l'argument revienne. On verra ce que ça donnera. On peut aussi craindre des atteintes à la liberté d'aller et venir. Alors là, systématiquement aussi, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'atteinte. Ça a été évoqué à chaque fois que l'on s'intéressait à la limitation géographique des titres de séjour. Les justifications données par le Conseil d'État pour dire qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir sont minimes. Ils disent simplement que l'autorité française est libre de déterminer les conditions d'admission des étrangers sur son territoire. Vous ne voulez pas que je parle du recours suspensif, alors ? Avant d'y venir, quand même une minute, il y a aussi la problématique de l'intérêt de l'enfant. On nous dit toujours qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions. Le Conseil d'État est très scrupuleux là-dessus. Quand on regarde dans les faits et qu'on voit que des enfants sont éloignés à Mayotte, alors qu'en principe, il y a une interdiction de l'éloignement, sauf s'ils sont rattachés à un adulte qui est titulaire des droits d'autorité parentale sur cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? On se trouve un artifice, on dit oui, il est sans doute titulaire de l'autorité parentale, cet adulte, et donc on peut éloigner l'enfant avec lui. Il faudrait quand même vérifier concrètement que c'est bien, qu'il y a bien un lien entre l'enfant et l'adulte, et ça, c'est pas du tout fait. Alors sur le recours suspensif, c'était toute une sous-partie quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous perdez ? Bon. Donc on a cette évolution de la loi du 7 mars 2016 sur le référé liberté. À partir du moment où un étranger dépose un référé liberté, c'est vrai qu'il ne va pas être éloigné avant qu'il soit statué sur sa demande, mais ça ne concerne que le référé liberté, ça ne concerne pas le référé suspension, et le référé liberté, c'est un référé qui est ouvert dans des conditions très très restrictives. Il faut que l'étranger puisse démontrer qu'il y a une atteinte imminente à ses droits fondamentaux, en général ce sera son droit à une vie familiale, et comment peut-il montrer en l'espace de quelques heures, puisqu'il est éloigné, s'il ne fait pas se référer, comment peut-il démontrer en l'espace de quelques heures que son droit à une vie familiale normale, que la protection de sa vie familiale est en cause ? Il faut qu'il puisse réunir un certain nombre de documents, il faut simplement qu'il ait l'idée. Donc ça suppose qu'il ait rencontré les bonnes personnes, qui lui ont expliqué la marche à suivre, et dans les faits, et d'ailleurs quand on regarde les statistiques à Mayotte, c'est ce qui se passe, il n'y a quasiment pas de référés liberté qui sont déposés. Il y a davantage de référés suspension, mais ceux-ci ça n'empêche pas l'étranger d'être éloigné. Donc, il y a eu des évolutions pour essayer de rendre conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, surtout les dérogations à Mayotte, mais on a l'impression que l'évolution législative n'est pas suivie d'une évolution de la pratique qui soit satisfaisante. Bon. Alors je suis très frustrée parce que j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais bon, c'est la règle du jeu, je la respecte et je vous remercie. Alors merci beaucoup Fabienne pour cet exposé très éclairant sur la condition juridique des étrangers à Mayotte.
Tu l'as souvent souligné dans ton exposé, le droit des étrangers, c'est un droit qui n'est pas un droit stable, comme d'autres branches du droit. Tu as évoqué la récente loi du 7 mars 2016 qui a encore changé la situation, qui a laissé perdurer quelques particularités en droit des étrangers à Mayotte. Et je pense que ton exposé a été très clair sur cette question ô combien médiatisée de la condition des étrangers à Mayotte. Beaucoup plus médiatisée d'ailleurs que le droit foncier à Mayotte, bien sûr, mais voilà, chacun comprend les raisons. Alors c'est aussi un droit technique, très technique, et tu as souligné à plusieurs reprises que derrière finalement la technicité de la matière du droit des étrangers se trouve finalement le destin de milliers de personnes, de milliers de familles. Tu l'as souligné à propos du parcours d'intégration personnalisée, mais plus particulièrement dans ta deuxième partie que j'ai dû brutalement un petit peu écourter, et j'en suis vraiment désolé, à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle qu'il existe des règles fondamentales en la matière qu'on ne peut pas méconnaître. Alors, droit technique, mais aussi un droit humain, peut-être sous l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme. Je salue au passage d'ailleurs la présence de représentants de la CIMAD Réunion qui font le lien finalement entre un droit très technique et le destin de ces personnes de nationalité étrangère qui se trouvent à La Réunion, mais aussi à Mayotte, pour les collègues de la CIMAD à Mayotte. Donc, grand merci à toi. Et j'ouvre le débat. Alors, on me fait signe qu'il reste quand même quelques minutes pour prendre quelques questions et pour engager une discussion avec les intervenants. Il est 12h03, on a presque respecté le planning, sauf que voilà, le débat est évidemment un moment incontournable et donc à vous de poser des questions, soit à Maître Popino, soit à Madame le professeur Fabienne Jo-Zezek. Bonjour, donc je me présente Nicolas Roinsart, je suis intervenant cet après-midi en tant que sociologue et je travaille aussi sur Mayotte. J'avais une question pour Fabienne Jo-Zezek. Vous présentez du coup la question du droit étranger et les dérogations dans le versant formel, ce qui est écrit noir sur blanc, et donc comment est-ce que ça se présente. Moi, je voulais vous demander quel regard vous portez sur aussi tout le versant informel. Vous avez parlé des décasages tout à l'heure, donc c'est la question qu'on peut se poser, c'est où en est l'état de droit face à ce type d'événement, et c'est ce qui a été. Il y a eu quelques tribunes, notamment une publiée à Mediapart, qui posait cette question, quoi. Un des enseignements des enquêtes de terrain que nous, on a réalisé dans le cadre d'un programme ANR dont je parlerai cet après-midi, c'est qu'il y a aussi des politiques de guichet à la préfecture et des logiques obstructives sur le recours au droit. Donc voilà, quel regard porte la juriste que vous êtes sur aussi tout le versant informel de la non-application d'un droit? Voilà. Alors la juriste que je suis, elle est bien incompétente en termes de sociologie, même si évidemment ça m'intéresse et je peux pas m'intéresser à la situation du droit des étrangers à Mayotte sans essayer de comprendre quelle est la situation sur le terrain. Et là, Jonas a parlé tout à l'heure de la CIMAD. La CIMAD à Mayotte, elle fait un travail colossal. Et c'est vrai que les informations que j'ai sur le plan de la réalité sociologique, elles passent par les rapports de la CIMAD ou du GISTI. J'ai l'impression que c'est inextricable. D'abord, ce qui est certain, c'est que quand on dit que les délais d'obtention des titres de séjour à Mayotte sont beaucoup plus longs qu'ailleurs, il y a de l'obstruction administrative. Il y a aussi, et ça je l'ai évoqué très rapidement, des pratiques administratives qui ne permettent pas la mise en place des règles de droit en matière d'éloignement. Bien souvent, l'étranger, il est éloigné avant d'avoir eu même connaissance avant d'avoir eu connaissance, mais avant d'avoir eu la possibilité d'avoir connaissance des droits dont il bénéficie. Donc là, évidemment, c'est pas surprenant ensuite qu'il n'y ait pas de référé contre les décisions d'éloignement. Il n'a pas été mis dans la situation de déposer ce recours. Et moi, je suis pas très inquiète, ça va pas changer. Vous avez, je crois, manifesté une certaine inquiétude suite à la loi du 7 mars 2016 en pensant que les tribunaux administratifs allaient être engorgés de recours. Non. Ce qui se passe actuellement, c'est ce que permet la loi du 7 mars 2016, la jurisprudence le permettait avant, donc il ne va pas y avoir d'évolution sensible. Mais, voilà.
Mais sinon, pour le reste, je suis incompétente, donc je botte en touche. Alors, oui, je voudrais rebondir sur cette très intéressante intervention, sur des sujets qui concernent le tribunal administratif au plus haut point. Alors, il est difficile pour nous de laisser passer des affirmations selon lesquelles, notamment s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, on fermerait les yeux. Non, simplement, la nature de notre contrôle est très pragmatique et très subtile. Je n'ai pas dit que le tribunal administratif fermait les yeux. Mais l'administration va prendre des décisions. Je préfère entendre ça. Je ne peux pas parler au nom de l'administration, mais nous, quand nous sommes saisis, effectivement, nous avons un contrôle tout à fait pragmatique, s'agissant précisément des mineurs. Le mineur ne peut pas, comme vous l'avez très bien dit, ne peut pas être escalité reconduit, mais comme accompagnant d'un majeur. Et effectivement, on a des fois des décisions où un majeur, qui est généralement le passeur, quand un kwassa-kwassa est intercepté, fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et comme accompagnant, on met tous les enfants présents dans le kwassa-kwassa. À nous de vérifier s'il y a un lien effectivement de nature à établir une forme d'autorité parentale, si nous sommes saisis, et surtout s'il y a d'autres liens à Mayotte. Parce qu'on peut avoir une situation où effectivement le passeur ne justifie d'aucun titre parental particulier, mais personne ne vient réclamer l'enfant. Et si quelqu'un vient réclamer l'enfant, nous ne pouvons pas le donner sur la bonne foi. Il faut prouver l'identité du parent, la filiation, et nous devons prouver tout ça. Et il y a des fois, on est dans une situation extrêmement inconfortable, où manifestement, le pasteur n'a pas de lien, mais il n'y a pas de lien établi à Mayotte. Que fait-on de cet enfant ? Que fait-on de cet enfant ? Situation très désagréable. Sur le CRA, il y a eu une ordonnance, effectivement, qui a jugé, je crois il y a 3-4 ans, une ordonnance qui a jugé, et le préfet n'avait pas défendu, qu'il y avait des conditions qui méconnaissaient l'article 3 de la CEDH, traitement inhumain et dégradant. Le préfet n'a pas fait appel. Mais depuis, il a fait construire un nouveau CRA. Donc les avocats n'invoquent plus la chose pour ceux qui effectivement ont accès. Vous avez raison, l'enjeu essentiel, outre les conditions juridiques, c'est qu'il y ait une assistance juridique dans le CRA. Pour ça, il y a un marché public à Mayotte comme partout ailleurs qui est en train d'être renégocié. L'essentiel dépendra de savoir est-ce que la CIMAD, le GESTI ou une autre association bien connue mettra à disposition de manière permanente au CRA quelqu'un capable de rédiger les requêtes. C'est effectivement ça l'élément essentiel, indépendamment de l'attractivité supposée du caractère suspensif du nouveau recours. Et ça, effectivement, c'est un élément de fait qu'on ne connaît pas encore. Mais vous voyez que compte tenu du nombre des mesures d'éloignement, une simple progression d'1 ou 2% nous créerait, un nombre d'entrées extrêmement importantes. Monsieur Bamkolo Mohamed El Henrif, donc délégué du Conseil général de Mayotte à La Réunion. Sujet très intéressant, poser rapidement des questions alors qu'on a envie de placer 2 mots, c'est pas évident. Monsieur Popino, vous avez évoqué la question des occupations, en tout cas des villages situés dans les ZPG. Vous savez que, je prends un exemple du village de Tsunzu. Effectivement, c'est des personnes qui sont là de génération en génération. Et il se trouve qu'avec les droits communs, certains propriétaires aujourd'hui ont des difficultés avec l'administration fiscale parce que justement des bâtiments, des immeubles dont ils sont propriétaires depuis des générations sont mis en location et que juridiquement, aujourd'hui on vient leur dire qu'ils ne sont pas propriétaires et qu'ils payent des impôts. J'ai eu un témoignage, 45 000 euros d'un... voyez-vous, je ne sais pas comment expliquer ce genre de situation. Deuxième chose, toujours sur le même territoire de Tsunzu, un décasage des personnes qui étaient situées dans la mangrove s'est effectué il y a quelques années. L'État a mobilisé toute la force de l'ordre. Pourquoi c'est possible là? Et que ça, je suis
associé, je suis dans les mouvements associatifs, hein. Je suis donc dans le même combat que la CIMAD et autres. Pourquoi, lorsque c'est dans ces situations-là, il y a moins de tapage médiatique, c'est vrai que c'est un droit médiatisé, pourquoi lorsque, à côté de chez vous, au tribunal administratif, Monsieur Sauvageau, sur votre site, sur la descente de Sogea, on installe, c'est-à-dire qu'il y a même décision de justice qui avait jugé les cases qui étaient situées là, donc les personnes en situation qui avaient squatté et qui avaient construit. Donc la décision de justice d'expulser ces gens-là, et puis les mêmes personnes reviennent. Pourquoi comment sont traités ces genres de situations? Parce que au-delà de cette situation, il y a des situations réelles, concrètes, qu'une ou deux questions ne permettraient pas d'expliciter à l'auditoire ici présent. Mais c'est des cas concrets, des terrains privés qui sont squattés, des décisions de justice, et quand les gens on demande qu'ils partent, ça fait un problème, ça fait des émeutes. Quand c'est l'État, il a les moyens dont il a besoin. Il dit, non, pour ma responsabilité, je sais, bon voilà, j'évacue les gens et je fais appel aux 1000 policiers qui existent à Mayotte et bon voilà. Mais on les déplace sur un autre terrain. La plupart du temps, terrain privé. C'est compliqué cette affaire-là. Alors comment, avec le droit commun, on va pouvoir avoir un débat objectif sans stigmatiser la population mahoraise qui est accueillante et qui accueille ces personnes-là dans leur maison et dans leur terrain, comment avoir un traitement équilibré de l'information sans que la population de Mayotte, les habitants de Mayotte aient le sentiment d'être vraiment la population la plus cruelle du monde, quoi. Merci de votre attention. Alors, sur le premier point concernant le problème des impôts locaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, si j'ai bien compris, donc, ça concerne des situations donc, de terrains qui sont situés en ZNPG, dont la régulation foncière n'est pas intervenue et qui sont occupés. Alors, quand on dit occupés, c'est sur laquelle, en fait, quand les occupants ont édifié des constructions. Et donc, ils reçoivent désormais donc, une imposition au titre donc, des impôts locaux pour leur propriété bâtie. C'est-à-dire que cette situation n'est pas particulière à Mayotte. On la retrouve aussi dans le département de la Réunion sur, par exemple, toutes les personnes qui occupent de façon licite ou illicite des terrains communaux. Ils occupent des terrains communaux, ils ont réalisé des constructions sur ces terrains. Et bien, ces personnes reçoivent des avis d'imposition au titre des propriétés bâties pour la construction qu'ils ont régularisée. Et leur avis d'imposition ne porte pas sur le non bâti, puisque le non bâti ne leur appartient pas, puisque la régulation foncière n'est pas intervenue. Donc cette problématique sur l'imposition des propriétés bâties n'est pas, à mon sens, une problématique propre à Mayotte. Elle est nouvelle, elle n'a pas été expliquée, elle est survenue peut-être brutalement, mais elle n'est pas propre à Mayotte. On la retrouve aussi donc, dans d'autres situations où il y a des propriétés bâties qui sont édifiées sur sol d'autrui. Sur le deuxième point, concernant la zone des pas géométriques. Alors dans la zone des pas géométriques, il y a, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon exposé, un dispositif qui permet en fait compte une régulation foncière, y compris dans la zone des pas géométriques. Donc déjà, il faut qu'il y ait une initiative des occupants de se prévaloir de ce droit, de recourir à cette régulation foncière. Là aussi, faut-il les mettre en mesure d'avoir connaissance de ce droit. Mais dans la zone des pas géométriques, tout n'est pas régularisable. Il y a d'abord des zones dans les pas géométriques parce que ça concerne des zones de mangroves, ça concerne des zones à risque, parce que ce sont des zones à très forte pente, ce type d'éboulement, ou des zones inondables, qui, donc, quand bien même sont occupées par des occupants, même en vertu donc, du décret qui permet cette régulation, ne pourront pas être régularisées au profit de ces occupants. Voilà. Après, pour la partie sociologique, en tant que praticien, je botterai un peu en touche, comme ma soeur. Voilà les réponses que, de mon côté, je peux vous apporter en tant que technicien.